Eh ben, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de Bonjour. vous accueillir pour Bonjour. ce nouveau webinaire. Nouveau webinaire d'ATP. Pour ceux qui ont l'habitude, bah voilà, on fait régulièrement des webinaires pour vous apporter plein de petites infos utiles et pratiques. Et puis, bah vous le voyez sur la partie de droite, vous voyez Lorraine Godard, au-dessus ou en dessous, bref, vous avez Christophe Chanal et puis Pauline Marchand et Grégoire Sebeau. Grosso modo, il y a la dirigeante d'ATP, il y a des conseillers formation, il y a Pauline qui est un petit peu le centre névralgique d'ATP Formation, aussi accessoirement. En fait, il y a quelques temps de ça, on discutait avec Lorraine et Clément. Et puis, en fait, est arrivé comme une évidence quelque chose où on se disait, bah tiens, c'est bizarre. Aujourd'hui, on communique tous, que ce soit à titre personnel ou à titre associatif ou pour le compte de son entreprise, mais en fait, on n'a pas toujours toutes les clés de la communication sur les réseaux sociaux. Donc, chemin faisant, on s'est dit, bah, tiens, on pourrait créer un programme sur ce sujet et aussi un webinaire. Et comme Clément, c'est quelqu'un qui adore les challenges, bah, il a répondu présent directement. J'ai juste laissé une petite minute la parole à Lorraine, histoire qu'elle présente ATP. Et puis moi, après, je basculerai pour vous présenter un peu Clément. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Lorraine, la dirigeante d'ATP. ATP, c'est spécialiste de l'informatique sur le bassin grenoblois depuis 30 ans déjà. Du coup, vu que le bassin grenoblois, ça ne suffisait pas, ben, on est allé aussi du côté de Sophia Antipolis pour garder une logique des Alpes. Et notre manière de fonctionner, en fait, c'est de travailler avec des formateurs indépendants qui sont des spécialistes de leur sujet. Clément qui travaille avec nous, ça fait longtemps, Clément, qu'on travaille ensemble maintenant. Voilà, mais Ouais, on je préfère comprends. travailler avec des indépendants qui sont spécialistes de leur sujet, mais qui appartiennent très clairement à la dynamique et à la famille ATP. C'est pour ça qu'on peut vous décliner depuis plus de 2 ans, il me semble, des webinaires sur des sujets divers et variés. C'est allé sur l'intelligence artificielle, de la cybersécurité. Aujourd'hui, comment faire de la communication. Romain vous a présenté l'équipe. Pour beaucoup, vous devez nous connaître, soit parce que vous avez déjà fait des formations avec nous, soit parce que vous nous proposez de faire des formations pour vos collaborateurs. Donc, je laisse la parole à Romain. Je vous souhaite un excellent webinaire. Clément, je vais écouter attentivement. Je vais par contre couper mon micro et la caméra. Mais je sais que j'ai à apprendre plein de choses lors de ces webinaires. À très bientôt en tout cas. Merci Lorraine. Clément, je vais pas faire toute ta biographie, hein, c'est pas le but. Lorraine a déjà dit que ça faisait depuis de nombreuses années qu'on travaille ensemble. Euh, Clément est un excellent formateur. Mais pourquoi c'est un excellent formateur au-delà de la pédagogie? C'est parce que c'est un brillant professionnel et surtout parce qu'il aime ce qu'il fait. Et du coup, quand on aime ce qu'on fait, bah, les choses deviennent beaucoup plus fluides et on a beaucoup plus de plaisir à le transmettre. Donc c'est aussi pour ça que Clément a toute notre confiance depuis de longues années. Je ne vais pas dire de trop longues années parce que sinon on va croire qu'on est tous très vieux. En tout cas, je me permets juste deux petites choses. Vous l'avez constaté, vos micros et vos caméras sont désactivés. C'est juste pour éviter qu'il y ait trop de nuisances ou de son, etc. pendant le webinaire. Et en plus de surcroît, parce que ce webinaire est enregistré, et donc ensuite, sur notre site internet, le site internet d'ATP, vous pourrez retrouver le replay. Dernière petite chose, tout le long de la présentation, vous pouvez réagir dans la conversation si vous avez des questions à poser à Clément. Eh bien, le dernier quart d'heure de la présentation, ça sera justement pour répondre à vos questions. Et je crois aussi que de toute manière, à des moments, Clément va vous demander lui-même de réagir. Donc, dans ces cas-là, je serai votre porte-parole à chaque fois, aussi bien pour vos questions que si Clément vous demande de réagir. Bon, ben voilà, je serai votre porte-voix si vous me le permettez. Du coup, bah, Clément, je te remercie. Et du coup, bah, moi, je vais commencer, si tu permets, en fait, je vais commencer par te poser juste une question parce que on parle, l'intitulé, c'est booster votre com avec des visuels impactants. Euh, mais en fait, j'ai une question somme toute très naïve. En fait, c'est quoi réellement la com, la communication? Voilà. Merci Romain, merci pour cette intro, merci pour cette question. Alors, c'est quoi la com aujourd'hui? Notamment sur les réseaux, la com, c'est surtout du contenu divers et varié.
de la vidéo, du texte, etc. Mais tout va passer par le contenu qu'on va produire. Et donc, l'objet de ce petit temps, ensemble, c'est de voir comment on peut essayer de faire du contenu qui soit agréable à lire et puis qui soit un petit peu impactant. Donc voilà, l'idée, c'est de produire du contenu qui va être informatif, qui va être utile à nos cibles. Voilà. Je vais partager mon écran. Comme ça, j'aurai quelques slides à vous montrer en même temps que je parle. Alors, hop. C'est parfait. C'est tout bon. Voilà, bien. Donc, voilà, l'idée, c'est que notre com aujourd'hui va reposer sur notre contenu avec ce concept Content is King qui est très vieux, très ancien, qui date des années 90, mais qui est vraiment toujours vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire énormément de contenus, différents types de contenus. Hein. Si je regarde ces petits pictos, on a des mails, on a des images, on a du chat, on a de la vidéo. Tous ces contenus peuvent nous servir à communiquer, et tous ces contenus vont nous servir pour diverses choses. Ça va nous faire du référencement si on fait du contenu pour notre site internet ou sur une chaîne YouTube, par exemple. Ça va nous permettre d'augmenter notre trafic sur nos différents supports. Ça va nous permettre de créer de l'engagement avec notre marque. Quand vous faites un post sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Insta, selon là où vous êtes, vous allez créer de l'engagement avec votre marque grâce à votre contenu. Ce contenu peut aussi vous servir à générer des ventes en fonction de ce que vous aurez prévu, en fonction de ce que vous mettez dans vos contenus. Vous pouvez générer des ventes et in fine, ça renforce votre image de marque et ça vous permet de créer de la valeur. Donc voilà, ça c'est ça la com, j'ai envie de dire, pour répondre à ta question, Romain. C'est aujourd'hui beaucoup produire du contenu et donc il faut savoir comment on produit ce contenu. Et avant ça, alors là, du coup, je refais un petit vernis de base sur ce que c'est que la com. Il y a la notion de positionnement et de cible. Alors, je vais aller très rapidement hein, pour ne pas trop perdre de temps, mais pour poster les bons contenus, pour produire les bons contenus, il faut savoir qui on est et à qui on parle. Voilà, tout simplement. Donc, à gauche, c'est vous, c'est l'institution, c'est l'entreprise, c'est l'association, et vous allez parler à une cible. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas qui sont vos cibles, eh bien, vous ne pourrez pas produire les bons messages. Ça, c'est la base de la communication. Je ne sais pas s'il y a des professionnels de la com qui sont parmi nous, mais normalement, ça doit être connu. Donc, il faut travailler sur qui je suis, de quelle position je parle et à qui je parle. Et donc, il faut essayer de bien connaître sa cible, quels sont les usages de sa cible, où se trouve la cible, et ça va nous permettre de savoir comment parler dans nos supports. Donc ça, c'est un peu la base. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais si on ne fait pas ce travail-là, les outils qu'on développera ne serviront à rien. C'est un peu... L'idée, c'est vraiment de savoir qui on est et de savoir comment on va parler à notre cible et quelle intention on va mettre dans ce qu'on raconte. Si vous faites ce travail, l'idée, c'est d'aller réfléchir sur votre positionnement qui soit bien clair, qui soit bien crédible et qu'on puisse vous distinguer par rapport à votre concurrence. Et c'est un peu ce qu'on va creuser aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on peut faire pour un peu se distinguer. Pour ce qui est des cibles, l'idée, c'est de produire du contenu qui va être en lien avec votre cible, qui va être utile à votre cible, à vos clients, à vos prospects, à votre audience.
Si vous parlez de physique nucléaire alors que vous faites de la formation, que vous vendez des voitures, peut-être que vous aimez la physique nucléaire, mais ça ne servira pas à grand-chose. C'est peu probable que ça serve à grand-chose pour votre cible. Donc, là encore, peut-être c'est une porte ouverte, mais il faut produire du contenu qui va être adapté à votre cible, qui va être utile pour votre cible. Qu'est-ce que vous allez apporter? Qu'est-ce que vous donnez à votre cible? Là, c'est un petit schéma un petit peu théorique, mais pour faire comprendre l'idée que votre cible, elle est dans un contexte. Elle a des émotions, elle a des capacités physiques, elle a des capacités intellectuelles. Et donc, pour arriver à faire passer vos messages, eh bien, il faut vous adapter à ce contexte. Je prends souvent un exemple. Romain, tu as déjà dû entendre cet exemple-là. Je suis une société d'autoroute. Je veux parler à ma cible qui est donc ma cible, ce sont les clients de l'autoroute. Et la caractéristique principale de cette cible, c'est qu'elle roule à 130 km/h dans des caisses en métal. Et donc, si je veux communiquer auprès de cette cible, si je fais des pliants ou des sites internet, etc., peut-être que ça ne va pas trop toucher la cible, puisque l'endroit principal où est cette cible, c'est sur l'autoroute dans une voiture qui roule à 130 km/h. Donc, par exemple, Romain, à ton avis, comment je fais pour parler à cette cible-là en tant que société d'autoroute? Je vois que c'est les aléas techniques. Romain, tu n'entendais plus. Excusez-moi, j'ai été éjecté, j'ai perdu la connexion. Je suis bon, d'accord. Bon. Ben moi, je dirais les panneaux qui sont au-dessus de l'autoroute, par exemple. C'est une manière de communiquer. Tout simplement, le panneau au-dessus de l'autoroute avec ces petites phrases jaunes qui disent attention à nos personnels, par exemple, etc. Donc voilà, ça c'est juste un petit exemple d'adaptation au contexte physique de notre cible. Voilà. Donc ça c'était pour ce petit moment d'introduction sur ce que c'est que la com et ce qu'on doit prendre en compte quand on veut produire du contenu qui va être impactant sur nos réseaux. Déjà, la première chose, c'est savoir à qui on parle et délivrer le bon message à notre cible. Et du coup, Clément, si j'ai bien compris, première étape, parce qu'elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Alors, pour les personnes qui sont des professionnels de la com, j'imagine que c'est évident. J'allais dire pour le quidam lambda, dont je fais partie moi aussi, si on maîtrise mal sa cible, on a de fortes chances de rater son message, parce qu'en fait, on ne sait pas à qui on s'adresse. Exactement. Ok. C'est bien. Exactement. Maintenant qu'on a fait ça, l'idée, c'est on va voir quelques techniques pour augmenter l'impact de nos messages. Donc, on va parler d'une technique dans l'écrit et de quelques éléments pour produire des visuels intéressants. Donc là, je vais vous parler du storytelling. Et puis après, on verra comment structurer un visuel. Romain, est-ce que tu saurais, toi, ce que ça implique, ce que ça veut dire le storytelling? Si je suis purement scolaire, je vais traduire. Donc pour moi, c'est raconter une histoire. Sauf que pour moi, à la base, raconter une histoire, c'est, pardon, naïvement, c'est ce que je fais à des enfants. Quand je veux calmer un enfant, qu'il est un peu trop excité, etc., pour le recentrer, je vais lui raconter une histoire pour le couper un peu de tout ce qu'il y a autour de lui. Donc en fait, là, tu es en train de me dire, pour communiquer, il faut que je raconte une histoire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je me souviens, tu m'as déjà raconté cette capacité-là que tu avais à calmer les enfants comme ça. Pas te recruter. Donc, oui, tu as raison. C'est effectivement raconter une histoire aux enfants, mais oui, très bien. Et c'est effectivement l'idée, c'est si on veut que nos messages passent, on va raconter une histoire. Alors pourquoi? Parce que, et tu le dis bien Romain, avec cette image de je raconte une histoire à un enfant, c'est une manière naturelle de communiquer. On embarque notre auditoire
avec une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Parce que notre cerveau, il est fait comme ça. Il aime bien entendre des choses, il aime bien entendre des histoires, et c'est une manière naturelle de communiquer, c'est une manière de capter l'attention. Et pourquoi ça capte l'attention? Parce qu'on va jouer sur l'émotion. On va faire ressentir de l'émotion à notre auditoire, et donc du coup, notre message passera mieux, tout simplement. Voilà. Et si possible, une émotion positive, enfin, encore qu'on peut essayer de jouer sur la colère aussi, hein, ou sur d'autres émotions. Non, on ne va pas mettre de jugement sur émotions positives ou négatives, on va juste dire... Émotion. L'émotion, voilà, merci Lorraine. Je rajouterais que le digital est propice aux histoires. C'est un support qui nous permet d'écrire beaucoup, d'écrire des textes qui vont être plus ou moins longs. On n'est pas limité par un nombre de caractères. Si vous achetez un encart pub, vous aurez une place qui sera limitée dans un magazine, par exemple. Dans le digital, c'est beaucoup plus fluide, on peut écrire plus longuement. La vidéo permet vraiment aussi de scénariser, de raconter des histoires. Et tout ça, ça va nous permettre de donner du sens à notre communication, de faire une expérience à notre auditoire. On va emmener notre auditoire avec nous. Et en fait, on va permettre... tous nos supports de communication vont être des occasions pour tisser notre histoire, pour tisser notre scénario. Voilà. Ça, c'est le principe de base du storytelling. C'est le pourquoi le pourquoi ça marche. On va regarder un petit exemple. On va faire une étude de cas, une rapide étude de cas, pour voir une mise en situation. Alors, je prends l'exemple ici du Minimistan. Qu'est-ce que c'est que le Minimistan? C'est un tiers-lieu qui a été créé, qui a ouvert cet été à Grenoble. S'il y a des Grenoblois parmi nous, peut-être que vous connaissez déjà ce lieu. Donc, c'est un tiers-lieu. Vous voyez, il y a le pitch sur la copie d'écran. Un lieu infini, sans fin, un lieu ouvert, de possible. On veut créer un lieu pour espérer, pour vivre ensemble, etc. Je vous laisse lire ce pitch. Et du coup, j'ai envie de vous poser une question. Alors, je vous invite tous et toutes à vous exprimer dans le chat. Qu'est-ce que vous inspire, en quelques mots, en 2 mots, ce pitch? Qu'est-ce que ça vous inspire de lire ces mots? Chez ATP aussi, vous pouvez réagir. Romain, peut-être, est-ce que tu aurais un avis? Déjà, il y a Frédéric dans le chat qui dit « Oui, il connaît, c'est un très bel endroit. » Déjà. Okay. Moi, j'en avais entendu parler. Alors, arrête-moi si je dis une bêtise, parce qu'il y avait une campagne de financement participatif, je crois, c'est un espace de coworking, etc. Donc, j'ai souvenir d'avoir vu passer sur les réseaux sociaux. Il me semble que c'est ici. C'est un super monument, enfin, aussi à la base déjà. Voilà, donc c'est un lieu qui aujourd'hui abrite un espace de coworking et un bar qui est hébergé dans l'ancien couvent des Minimes à Grenoble. Alors là, en tout cas, en termes de communication, pour reprendre ce que tu dis, Clément, depuis le début, moi, je ne comprends pas ce qu'ils font en lisant le texte. Si c'est une manière de promouvoir ce qu'ils sont, on voit leurs espérances, leurs aspirations, mais alors j'ai toujours pas compris le quoi, le comment et comment je peux m'y intégrer. Même chose, c'est vrai qu'on ne sait pas comme ça au premier abord de quoi il s'agit concrètement. Alors après, c'est peut-être fait exprès justement pour créer une espèce d'intrigue et qu'on se renseigne sur le sujet. Tout à fait. Il y a alors Gwenola qui dit « Ça donne l'impression d'ouverture à la curiosité ». Emmanuel qui dit « Ça intrigue, mais c'est très flou ». Alors, je ne vais pas citer les noms à chaque fois, mais on nous dit le lien entre la photo, le texte, le titre, parce qu'effectivement, sur l'image nous donne effectivement un sentiment de partage, il y a du monde, projet sociétal, mais effectivement, à chaque fois, on a l'impression c'est vaste, on ne sait pas forcément sur quoi ça va, mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui se dégage, de la bienveillance, de la communauté.
des personnes qui sont ensemble et qui regardent toutes dans la même direction et qui sont enjouées. Voilà ce que ça donne en tout cas comme ressenti, comme émotion. Ok, super. Ça, c'est toi, Romain, qui dis ça ou c'était quelqu'un dans le chat? Non, Oui, pardon, vas-y, Lorraine. c'est l'appréciation de Romain et quelques personnes mais globalement tout le monde est d'accord pour dire que soit c'est un truc qu'on fait la fête si on regarde l'image et si on lit le texte on comprend pas en fait c'est quoi. Alors effectivement. Et on a Emmanuel, je me permets, qui rajoute: j'ai envie de cliquer sur découvrir le projet, donc c'est un bon point pour eux. Voilà. J'ai déjà entendu, alors je connais ce projet personnellement puisque je fais partie de cette communauté de Coworking Grenoble. Coworking Grenoble, c'est l'espace de coworking qui est hébergé à cet endroit-là, au couvent des Minimes. On m'a souvent dit qu'effectivement, ce n'était pas très clair quand on était extérieur au projet, on ne comprenait pas trop ce qui s'y passait. Je suis d'accord avec cette idée-là, et ce pitch renforce cette idée que il y a une vision sociétale, mais on ne sait pas trop. Donc là, les mots-clés, c'est lieu de possible, alternative. Il y a la notion d'espoir et on explique qu'on va créer un lieu pour ça. Donc ça, on pourrait creuser pour savoir ce qu'ils font concrètement, mais ce n'est pas le sujet là. Moi, je vous le dis, il y a un espace de coworking et un bar. Ensuite, je vais vous montrer comment ces mots-là sont déclinés dans une communication sur Instagram avec 2 exemples de posts. Premier post, donc il y a une photo, hein, Instagram, c'est le principe, il y a une photo et il y a un grand texte. Alors, je ne sais pas s'il est très lisible, mais peu importe, vous n'allez pas lire le texte en entier. On raconte l'histoire du barman. On présente quelqu'un de l'équipe. On voit que c'est l'équipe parce que vous voyez, il y a le petit logo sur le t-shirt. La photo est très bien composée, on y reviendra. Noir et blanc, ça fait classe. Et on met un grand texte pour présenter le barman. Et si je fais un petit zoom sur une partie du texte, on raconte son histoire. Bon, là, c'est juste un extrait, hein, on s'aperçoit de l'énergie de Mika, etc. Plaisir, son bar, c'est un objet de lien social. Il parle de rencontres, il y a un côté humain. Voilà. Et on termine avec: j'ai envie que tous ensemble, on fasse un lieu de rendez-vous, un lieu iconique et incontournable où se rencontrer et vivre ensemble. Il y a 2 fois ensemble. Voilà, ce post, il met encore en avant l'humain. Là, il y a du concret, puisqu'on parle du barman, et dans le texte complet, il parle de comment il fait les cocktails, etc. Donc là, c'est très concret. Et on est dans le concept, on est toujours dans le concept de ce vivre ensemble qui est développé dans ce lieu. Donc là, l'idée, c'est d'aller susciter de l'émotion en disant: ah ouais, il a l'air top ce gars, je vais aller boire un coup dans son bar. Deuxième exemple, encore de l'humain, encore une personne qui est mise en valeur. Cette fois-ci, c'est un coworker, quelqu'un qui vient travailler à l'espace de coworking. Même chose, si je zoome un petit peu sur le texte, là, les mots-clés qu'on a, Coworking Grenoble, c'est la famille choisie. On se sent accueilli, on parle de barbecue et d'apéro, on est ensemble. On parle d'un lien humain authentique. On échange des tuyaux dans nos corps de métier. Vous voyez, on parle de lien, on parle d'échange, on parle d'accueil, on parle d'humain. Il y a encore ce mot-clé, ensemble. Et c'est une nouvelle illustration de cette histoire-là. Il ne s'agit pas juste d'un espace de coworking, il ne s'agit pas juste d'un bar, c'est un lieu où il se passe des choses entre des gens. Mais du coup, dans la com du Minimistan, il y a eu la volonté de prendre une identité, d'avoir des mots-clés qui vous représentent, et donc chaque poste devait faire. Voilà, c'est quelqu'un qui a écrit tous ces posts en voulant mettre l'aspect communauté, famille, etc. Donc, qui reprend un vocabulaire qui a été identifié dès le début pour avoir une cohérence sur chaque publication, c'est ça?
Exactement, exactement. On dit, on donne cette identité à notre lieu. Ce lieu doit être un endroit où on vit ensemble, où on fait du lien humain et où on a une vision sociétale. Ça, c'est l'histoire de base. Et comment on raconte cette histoire au fil de la communication? Eh ben, on met des gens en avant et on met des mots-clés, on raconte des histoires, on met ces mots-là dans notre communication au fil du temps. Sur l'idée, pour connaître pas mal de personnes qui travaillent dans des cowork, qui font du coworking, effectivement, c'est moi ce qui attire mon attention, et si je me mets à la place de quelqu'un qui cherche un lieu de coworking, c'est trouver sa place à la manière dont on le souhaite. Ça, c'est hyper important. Et surtout, voir qu'il y a de l'échange. Parce que quand on est seul, qu'on est indépendant ou quoi que ce soit, on est seul. Là, au moins, ça permet d'avoir cette synergie et de pouvoir discuter juste avec d'autres personnes sur ces problématiques. Et ces personnes-là, soit elles ont un regard extérieur et rien que le fait de pouvoir des fois le formaliser, le formuler, etc., ça nous aide juste à trouver des idées. Ou alors, au contraire, on sera avec d'autres personnes qui font le même boulot que nous, donc avec qui il y aura une interaction qui sera encore plus constructive. Moi, c'est ce que je perçois du message, du coup. Du coup, je trouve ça hyper fort. Exactement. Il y a l'histoire qui est racontée permet aux gens de se projeter dans ce qui va se passer, dans l'expérience qu'ils vont vivre. Voilà. Et concrètement, ça marche comme Bah non, c'est pour ça qu'il la présente. Ben non, ce que je veux dire, c'est voilà, dans le quotidien, voilà, est-ce que c'est des posts qui sont lus, qui sont suivis, est-ce que ça fait amener du monde? Enfin voilà, est-ce qu'il y a vous pouvez mesurer ça? Bah, là, pour le coup, moi, je prends des exemples. Là. Je connais le lieu, je fais partie, je vais y travailler, mais c'est pas moi qui fais la com et j'ai pas de retour sur les stats, etc. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, ça. Hein. Donc, je peux pas te répondre sur ce point-là, si ça marche vraiment. Je peux te répondre en tant qu'utilisateur, te dire que cette idée-là, que ces idées-là qui sont développées dans la com est vraiment le reflet de ce qui se passe en vrai. Mais sur l'impact statistique de ces postes-là en particulier, j'ai pas de réponse là-dessus. Je peux donner aussi un point de vue d'utilisateur, c'est que la cour du bar, elle était quand même blindée tout l'été, quoi. Donc, il semblerait qu'il y ait des gens qui aient entendu parler de ce truc. Plutôt un bon indicateur. Voilà. Clément, je me permets, il y a Gwenola qui elle retient plutôt d'autres mots. Pardon, elle dit, elle retient patchwork géant de personnes et de compétences. Du coup, moi, dans la conversation, je lui disais, bah, en fait, c'est ça qui est génial et qui peut-être est surprenant, mais c'est voulu. C'est que finalement, en fait, tout le monde n'est pas attiré par les mêmes mots. Ouais. Et du coup, elle nous dit, bah, du coup, vous en pensez quoi du fait, effectivement, qu'on ne soit pas tous attirés par les mêmes mots? Et du coup, est-ce que ça veut dire que dans une communication, chaque chose est pesée en se disant, bah, ça peut faire réagir tel type de cible, et ça, peut-être plus une autre, etc. Non, je ne pense pas que ce soit que le moindre mot soit mesuré. Dans l'absolu, sans doute que quand on écrit un post, bien sûr qu'on va essayer de peser chacun de ces mots et de bien choisir l'emplacement de la virgule, mais j'ai envie de dire que ça doit être aussi un petit peu plus naturel. Si on a intégré les règles oui, l'idée qu'on raconte une histoire, après, petit à petit, ça peut être plus fluide de rédiger sans avoir besoin de se prendre le chou sur le moindre mot. Ça marche. En tout cas, pour toi, ça c'est l'exemple d'une publication cohérente avec du storytelling et avec un visuel adapté. Ça, c'est voilà, c'est ce qu'il faut faire. Au niveau, moi je trouve que l'histoire est très efficace. Je trouve que l'histoire, on met vraiment en avant qu'il y a une histoire, quoi, en fait, qu'il y a un projet, qu'il y a une intention, qu'il y a quelque chose qui est plus grand que juste un bar, un espace de coworking. On n'est pas en train de communiquer en disant venez boire une bière, venez travailler avec nous. On raconte les gens qui sont dedans.
On va au-delà de juste ce qui s'y passe. C'est ça l'idée. Finalement, Très bien. Audrey, je trouve qu'elle a une belle conclusion. Elle dit finalement, finalement, ce serait un monde idéal pour la majorité qui fait que ça parle à chacun avec des valeurs fortes. Exactement. C'est assez bien. Ouais. Voilà. Alors du coup, si on reprend après ces exemples, si on prend un peu de hauteur, on regarde un petit peu, on revient un petit peu sur la théorie, quels vont être les ingrédients de cette histoire? Alors d'abord, il faut un thème qui, a priori, doit être adapté à notre cible, hein. On en a déjà parlé. Donc là, en l'occurrence, notre cible, enfin, la cible des exemples qu'on vient de prendre, c'est des gens qui cherchent à travailler ou des gens qui veulent venir boire un verre. Donc on leur parle de ce qui se passe dans cet endroit. Il faut des personnages pour faire une histoire. Ces personnages, en général, ils vont avoir une quête. Donc c'est les personnages, là, en l'occurrence, c'est le barman, c'est le coworker. Et là, je ne les nomme pas. C'est un personnage méta, c'est le barman, c'est le coworker en général. Et du coup, ces personnages-là, qu'est-ce qu'on va leur faire? Pourquoi ils sont là? C'est quoi le sens, la place qu'ils ont dans l'histoire? Donc, le barman, lui, il adore servir, il adore faire des cocktails, etc. Le coworker, qu'est-ce qu'il vient chercher? Qu'est-ce qu'il trouve dans cet espace de coworking? Ensuite, si on complexifie un peu le truc, si on raconte des histoires qui vont être assez complexes, on peut mettre en place un schéma narratif avec le schéma narratif, ça va être le début, un élément, après il va y avoir un élément qui va faire changer la situation initiale, après il va y avoir des péripéties, etc. etc. Donc l'histoire, elle va suivre une courbe. Ça, c'est vraiment, pour arriver à mettre en place ça dans une communication, il faut vraiment pousser le truc assez loin. Et puis, il faut une intrigue. Il faut un sens à l'histoire qu'on raconte. L'intrigue, c'est une suite d'événements qui amène le personnage, qui amène le héros à suivre, à être transformé. Donc, ça pourrait être Bidule le coworker qui est complètement perdu dans sa vie et pof, d'un seul coup, il a une idée de génie, il dit tiens, si j'allais rencontrer d'autres gens, et qu'est-ce qui se passe dans cet espace de coworking? Hop, j'ai des péripéties et à la fin, je suis heureux parce que je ne travaille plus tout seul chez moi. Voilà, c'est un peu ça l'idée qui se passe dans cette communication. Et si on fait juste un petit focus sur l'intrigue, il y a différents types d'intrigues. Quand on creuse un petit peu les techniques, l'intrigue qui est mise en place dans cette communication-là, ça va être ce qu'on appelle sauver le dragon, enfin terrasser le dragon, c'est-à-dire l'incarnation du mal. On est en lutte contre la société, on cherche une alternative. On cherche une alternative à tel point qu'on fait un pays pour s'isoler du monde et pour créer notre monde idéal. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup des postes comme ça. Ah oui? Ah oui, je trouve. Ouais. Donc ça, c'est une communication qui est valable pour des structures qui ont une vision sociétale. Quand il y a des thématiques autour de l'environnement, autour de l'humanitaire, des choses comme ça, c'est une intrigue qui marche bien. On part en sorte de croisade pour aller sauver le monde. Voilà. Après, il y aurait différents types d'intrigues. On peut dire la chasse au trésor, le voyage initiatique, donc là c'est le chemin qui compte, pas la destination. Il y a le vilain petit canard où là on lutte pour se transformer, on lutte d'échec en échec. Voilà, alors si on résume, j'avance un peu parce que le temps file, si on résume ces techniques de base du storytelling, il nous faut une histoire simple, il nous faut de la surprise, il nous faut quelque chose de concret, il nous faut être crédible, et puis il faut jouer sur l'émotion. Mettez ça dans vos posts, et vous allez créer plus facilement de l'engagement. Romain, ou quelqu'un d'autre, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Une fois que c'est présenté, ça semble évident. En tout cas, après,
Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, l'émotion, je reviens sur des posts ou des publications vues récemment ou moins récemment, où tout à l'heure tu parlais d'émotions positives. Il y a des émotions qui amènent parfois de la peine, du chagrin, de l'empathie, qui sont peut-être pas définies comme des émotions positives, mais en attendant, elles font réagir et elles font qu'elles nous marquent. Tu as dit le bon mot, tu as dit réagir. En fait, c'est ça qu'on veut. Quand on communique, on veut faire réagir. Réagir avec un like, réagir avec un commentaire, réagir avec je clique sur le bouton pour m'inscrire, je clique sur. Voilà. Donc, c'est ça. Tous ces ingrédients-là, ils vont nous permettre de créer de la réaction. D'accord. Et pourquoi, je me pose juste la question, pourquoi l'émotion est placée en dernier du coup? Parce que c'est la chose qu'on recherche presque en premier finalement. Oui. Après, l'ordre, peu importe finalement. Ce qui compte, c'est de prendre en ça, c'est compte la ces liste des éléments. ingrédients. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ma recette, c'est la liste des ingrédients, mais peut-être que, alors, honnêtement, il n'y a pas d'intention de le mettre en dernier. Peut-être que dans le visuel là, si je devais modifier ce visuel, je dirais que les 4 premiers items de la liste pourraient être entourés pour créer le 5e. Et le Créer 5e. l'émotion. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Bien, Bon, merci. merci Christophe. En fait, le storytelling, c'est tous les ingrédients du conte pour enfants, mais modernisé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, et ça marche très bien. On n'a qu'à le voir avec l'importance des fake news. Hein. Les fake news, c'est de l'histoire et ça marche très très bien. C'est la simplification où on accroche très facilement à une histoire qui est simple. Après, ça fait appel à des biais, des biais cognitifs, mais bon, là, on ne va pas parler de ça maintenant. Mais dans le contexte politique et d'actualité, les histoires marchent très 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 bien. Et est-ce que c'est aussi pour ça que le storytelling amène aussi des haters? Parce que, et est-ce que finalement, est-ce qu'on cherche ça, même cette réaction négative enfin voilà, il y a certains posts peuvent être très virulents dans les réactions, etc. C'est donc aussi recherché finalement ce négatif. Est-ce que c'est recherché? Je ne sais pas, mais parfois oui. On cherche à faire un bad buzz, on cherche à créer une réaction forte et à enflammer le truc juste pour se faire entendre en fait. Ça marche? À méditer. À méditer, voilà, c'est ça. Et effectivement, ça peut être, toutes ces techniques-là peuvent être vues comme de la manipulation, mais on n'est pas obligé d'utiliser ces techniques avec des intentions malveillantes. Ce ne sont que des outils. Allez, il faut qu'on avance là parce que le temps file et il faut encore que je vous raconte comment structurer un bon visuel. Donc là, on va aller tout de suite sur un exemple, une petite étude de cas on va changer de contexte. On va aller dans un contexte associatif et on va prendre comme exemple une image qui a servi à annoncer un concert, à annoncer une soirée de musique. Et je vais vous montrer quels peuvent être les défauts qu'il y a pu avoir dans cette image et comment on peut corriger ça, quelles techniques de base on peut mettre en œuvre pour faire en sorte que notre visuel soit à minima lisible. Le suspense, là, j'ai trop envie de voir l'image. Ouais. Et je prends des précautions. Je fais ma petite intro, je fais durer le suspense. Je voudrais faire un petit warning quand même. Je vais vous montrer une image et je voudrais dire qu'il ne s'agit pas de faire de l'artistique, il ne s'agit pas de faire du beau, mais là, quand je vous dis structurer un visuel, c'est ça qui est important, c'est comment on fait pour mettre les choses à leur bon endroit et dans le bon ordre pour que le message passe. Il ne s'agit pas de parler de style ou de dire ou de faire de l'art, quoi. Okay. Joli ou pas joli. Le but, c'est que ça... C'est que ce soit efficace.
Voilà, c'est ça. Alors, je vous montre l'image. Image que j'ai reçue pour donc communiquer sur cette soirée musicale. Alors, si vous voulez réagir dans le chat sur ce que vous pensez de cette image. Ou même Romain, Lorraine, les autres. Ouais. Bon, il y en a, voilà, ça commence. Je lirai les commentaires après. Dans un premier temps, il y a trop de choses. On n'arrive pas à savoir ce qui est important. Enfin, je ne sais pas où poser mon regard, en fait. Donc, c'est ce côté un peu, ça donne un sentiment de déstructuré, même si les choses sont très alignées, en fait, on ne sait pas où est ce qui est important dans le message. Il y a trop de choses. Voilà, okay. Je vais lire les commentaires. Trop chargé, c'est très associatif, aucun lien. Aucun lien entre les éléments, trop de choses, trop d'infos désorganisées, on s'y perd, pas de niveau différent de lecture. Voilà tous les commentaires qu'il y a sur le visuel. Ok. On ajuste? Ouais. On croirait presque que tu as préparé le truc en plus. Dis donc. Ah là, moi, je t'ai lu les réactions des gens. Hein. Oui. Non, mais bien sûr, tout le monde est dans le vrai. Là, effectivement, le problème de ce visuel-là, c'est qu'il n'y a rien qui se dégage. Il n'y a pas de structure et il n'y a pas d'éléments qui nous accrochent. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de dénigrer le travail de la personne qui a fait ça. Quelqu'un, il y a eu un commentaire, on est très dans l'associatif. Oui, il y a des gens qui font des choses et donc, comment dire, l'idée, c'est d'aller promouvoir le truc et avec l'intention de, je veux montrer, là en l'occurrence, la personne qui a fait ça a voulu montrer l'identité du chanteur en lui faisant penser à des choses, mais du coup c'est trop chargé et on ne voit pas ce qu'il y a dans les bulles, par exemple. Donc, l'idée, ça a été de transformer ça pour que ce soit plus lisible. Alors cette affiche-là, elle a été utilisée. Par contre, moi, ce que j'ai produit, ce sont des visuels pour un site internet, le site de la billetterie qui servait à réserver la place pour le concert. Et donc, j'ai produit ces deux images. Je n'ai pas cherché à révolutionner le style, il n'y avait ni le temps ni le budget pour faire ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de faire du beau, il ne s'agit pas de faire du stylé, il s'agit de faire du structuré, du lisible. Donc, là, si vous respecter la charte graphique. Comment ? Tu avais une charte graphique, tu l'as respectée de toute façon. Donc, Exactement. Je ne sais pas s'il y avait une intention de charte graphique, mais j'ai respecté l'univers. Donc, en premier, il y a le titre du spectacle. Un peu de musique et moi avec vous. Donc, avec une police sympa, écrit en plus gros. Ensuite, qui c'est ? C'est Stéphane qui chante, il est accompagné par Florent. Et ensuite, troisièmement, il y a la date du concert et le lieu. C'est une information importante, mais j'ai considéré qu'on allait la lire dans un second temps, parce que l'important, c'est le sujet, c'est de voir de quoi ça parle et de mettre plus en valeur le chanteur. Bon, effectivement, j'ai fait le choix d'enlever des éléments, c'est-à-dire il n'a plus ces bulles, il ne pense plus, on a moins d'éléments d'identité, mais est-ce que c'est important ? Pas forcément. Là, l'idée, c'est que les gens réservent leur place, ils verront une fois sur place à quoi pense le chanteur. Mais on ne peut pas tout mettre dans notre visuel. On ne peut pas raconter notre vie, en fait, dans un visuel. Le visuel, il doit avoir un objectif, il doit accompagner le texte, et il doit avoir un objectif. Là, en l'occurrence, c'est de faire réserver les gens. Mais on ne raconte pas notre vie. On ne peut pas mettre 15 idées dans un visuel. Il faut se focaliser sur une, deux idées importantes. Et puis, il y a une contrainte technique. Là, vous voyez, j'ai mis une taille en pixels au-dessus de ces images. Avant, on avait une affiche A4 qui a été imprimée, qui a été affichée. Là, on a des images qui doivent avoir un certain format.
pour rentrer dans les cases d'un site, et donc on doit respecter ces formats-là. Et donc composer notre image en fonction de ces formats-là. Donc ça veut dire mettre les éléments dans un certain espace et pas ailleurs. Et notamment, vous voyez les bandes grises qui sont sur les côtés, ben, c'est des zones qui ne sont pas visibles sur le site. Donc on fait en sorte que les éléments soient bien positionnés à l'endroit où c'est visible. Alors, ça c'est l'exemple. Quel concept théorique il y a derrière? Rapidement, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Quand vous voyez cette slide, est-ce que ça a marché? Ça vous parle? Est-ce que ça marche? Moi, ça a marché. Ouais. Okay. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais j'ai bien lu, vous lirez d'abord ceci, puis ceci, et enfin cela. C'est bon. Je ne sais pas si dans le chat, vous voulez réagir. Dans le chat, oui. Pour les gens qui réagissent, ouais, effectivement, disent que c'est bon. Ils ont lu dans le bon ordre. Oui, on le lit bien aussi. Ouais. C'est pas fiable à 100%. Il y a des gens qui vont d'abord lire puis ceci. En fonction voilà, moi j'ai déjà vu des gens qui lisent d'abord parce que c'est de haut en bas. Mais l'idée principale que je veux vous montrer ici, c'est que la taille du texte, la taille de l'élément graphique va être un élément primordial dans la lecture du support. La taille des éléments graphiques et puis aussi le contraste entre les éléments. On va créer un lien entre les formes par leur taille et leur positionnement. Ici, vous voyez deux cercles qui sont liés par leur positionnement. Ils sont à côté l'un de l'autre, ils ont des tailles différentes, et donc il y a un cercle qui est plus important que l'autre, qui a plus de poids que l'autre. Mais en tout cas, le fait qu'ils soient rapprochés l'un de l'autre fait qu'ils forment un couple. Ils sont ensemble, ils sont accrochés l'un à l'autre. C'est un peu comme des planètes. Plus la planète est grosse, plus elle va attirer des petites planètes, des petits satellites autour d'elle. En graphisme, c'est un peu la même chose. La taille des éléments dans notre support va lui donner de l'importance dans la lecture. Maintenant, si on prend les deux mêmes cercles, qu'on les éloigne l'un de l'autre, eh bien, là, on perd le lien. On n'a plus cette sensation d'un couple d'objets. On a deux cercles qui sont séparés l'un de l'autre. Et pourtant, on n'a pas changé la taille. Si on change la taille, c'est-à-dire que si on réduit la taille du gros cercle, c'est encore pire. On va renforcer le fait qu'il n'y a plus de lien entre les deux. Là, ils ont une taille qui est assez proche, mais ils sont loin, donc ils n'ont pas de lien visuel entre les deux. Par contre, si on les rapproche de nouveau, même s'ils n'ont pas de différence de taille, eh bien là, on va retrouver le lien entre les deux objets. Donc, rien que ça, si vous arrivez à maîtriser ce concept-là, de la hiérarchisation de vos éléments grâce à la taille de vos éléments et au positionnement de vos éléments, rien qu'en faisant ça, vos visuels vont gagner en lisibilité et en force. C'est tout bête, mais ça peut suffire. Il ne s'agit pas de mettre des portées arc-en-ciel et de mettre des notes dans tous les sens. Ça, c'est le vernis. Mais avant ça, il faut réfléchir à la taille des éléments et le rapport des objets qu'il va y avoir grâce à la structure qu'on va mettre dans nos éléments. OK? C'est clair pour tout le monde? Il y a Christophe qui dit que c'est finalement très logique une fois expliqué. Et ouais. Autre concept qu'on peut utiliser dans la composition, c'est la composition entière. C'est un concept qui est très utilisé en photo. Notre cadre, notre support, on va le diviser en trois parties, en horizontal et en vertical. Et les points importants, ça va être les croisements des lignes. Quand vous positionnez vos éléments, visez ces points-là. Par exemple, vous photographiez un coucher de soleil quand vous êtes en vacances. Le soleil, vous le mettez en haut à gauche, sur le croisement des deux lignes en haut à gauche.
Éventuellement, l'horizon, vous allez le mettre sur les 2 tiers, sur la ligne 2 tiers, ou alors vous allez faire 1 tiers de mer et 2 tiers de ciel en horizontal. On met pas le soleil en plein milieu de l'image. Non, Ok. non, non. Fais ça, tu verras que ton image, elle sera plus intéressante à regarder. D'accord. Ça donnera de l'espace. En fait, on va créer de l'espace. Le cerveau préfère l'asymétrie que la symétrie. Ah ouais. Bah, Pardon, en fait, on ne peut pas dire la même chose. Si on crée un visuel symétrique, on ne va pas dire la même chose. On va plutôt créer quelque chose de posé, de fermé, en créant de la symétrie. Si on met des choses au centre, on va créer de la fermeture et on va créer quelque chose de plus statique. Ouais. Là, il y a un petit lien en dessous là, de mon visuel. Je vous invite tous à regarder la chaîne YouTube de Johan Baumal, qui est un gars qui est spécialisé dans le dessin. Il est dessinateur et il est spécialisé dans le cartoon. Et sur le sujet de la composition entière, il a une vidéo qui est très intéressante. Il décortique bien ce principe-là. Donc, notre cerveau va préférer le 2 tiers, 1 tiers, ou le 3 quarts, 1 quart, peu importe. Enfin, non, pas peu importe, mais les proportions asymétriques plutôt que la symétrie. On va créer du mouvement en utilisant ça. Je vous montre 2 petits exemples rapidement. Est-ce que vous les voyez, les tiers, là? Faudrait que je prenne une règle. Ouais. Donc là, le fait de positionner le personnage en bas à gauche, ça nous permet de créer de la profondeur avec la forêt qui est derrière. La forêt, les arbres, ils sont hauts, ils sont grands. Il y a un chemin derrière peut-être. On crée de la profondeur avec tout cet espace qui est derrière le gars et au-dessus de lui. Deuxième exemple. Là encore, il s'agit de créer de la profondeur et de l'espace. On donne une place aux petits éléments de lumière à côté des bonhommes, mais on crée un espace secondaire. Le truc important, c'est les petits bonhommes. Et à côté, on a un espace dans lequel éventuellement on pourrait mettre du texte, mais là, c'est la lumière qui occupe l'espace. Donc, et vu que c'est flou, on comprend que c'est derrière. Cette composition entière, là, elle nous permet de créer de la profondeur et de l'espace et du mouvement. Et ça marche. Et ça marche. Par exemple, là, si on mettait à la place des petits bonhommes, si on mettait un bonhomme sur un vélo, et que le vélo il était orienté vers la droite, eh bien, on créerait une sensation de mouvement vers la droite. Parce que le vélo, il serait sur le point et il y aurait tout l'espace devant lui qui lui permettrait d'avancer. Ouais. Voilà. Bon, voilà. C'était ça les 2 concepts que je voulais vous dire pour bien structurer vos visuels. Donc, bien faire attention à la hiérarchisation des éléments avec leur taille et bien faire attention à la composition de nos éléments, à la position de nos éléments dans le cadre de l'image. Voilà. Et je suis arrivé au bout de mes slides et je suis arrivé au bout de cette présentation. Il nous reste un petit peu de temps. Merci Clément, il nous reste encore quelques minutes pour aborder des questions. Avant de venir sur une question posée par Lauriane, juste une précision, on l'a compris en fait, pour faire un visuel impactant, parce que c'est quelque chose sur lequel il peut y avoir en fait, c'est peut-être une mise au clair. Pour faire un visuel impactant, de toute manière, on est obligé de passer par les étapes de penser à sa cible, penser à son storytelling. On ne peut pas juste se lancer sur un visuel parce que ça ne suffit pas. Finalement, on ne peut pas juste se dire « tiens, l'image, elle est belle et je la diffuse ». On est obligé de penser à tout ça quand on pense à son visuel. Oui, quelle intention on va mettre en fait. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on veut dire. Ouais. Moi, j'ai le souvenir d'un post LinkedIn que j'avais fait pour
pour parler de ma spécialisation sur la cartographie. Donc, je suis spécialisé dans la cartographie, qui est une niche du graphisme. Ok, bon ben, je peux utiliser l'image d'une niche. Ouais. Comment je peux illustrer ce concept de niche? Je peux mettre un chien dans une niche, ouais, bof, etc. J'ai trouvé une image d'un chat qui était assis à la manière des chats dans une petite alcôve sur un mur. Bon, l'intention c'était quoi? C'était de parler de la niche et puis aussi de mettre un chat. Parce que ça fait marrer, parce que les chats c'est mignon, parce qu'on sait que les posts avec des chats ça fait rigoler, ça fait de la réaction. Voilà, c'était ça l'intention qu'il y a derrière. C'est pas juste hop, je prends la première image que je trouve. Ça marche. Et ça a marché, effectivement, le fait que j'ai mis un chat, ça Forcément. a fait plus réagir. Donc, on l'a bien compris, en fait, le visuel en lui-même ne suffit pas. Il ne suffit pas de trouver la bonne image. Parce qu'en fait, quand on trouve la bonne image, c'est qu'on a déjà, en fait, un cheminement qui est peut-être plus ou moins évident ou perçu ou pas. Mais ce cheminement, on l'a. Et quand on a trouvé le visuel, en fait, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que ce visuel peut marcher? Et c'est là où on va se dérouler un peu ce storytelling, cette histoire de est-ce que ça va toucher notre cible, etc. Donc, toutes ces questions, il faut qu'on se les pose avant de construire un visuel. C'est ça. C'est parfait. Ouais, c'est ça. Il y a Lauriane. Alors, Lauriane, on n'est pas... Lauriane nous dit, est-ce que vous pourriez aborder des outils pour créer des contenus ou des supports de com? Parce qu'elle s'auto-forme à Canva. Et voilà, et elle dit, elle trouve qu'il est plus à portée de main, plus accessible que Illustrator ou autre. L'idée de cette formation, c'était pas d'expliquer quels sont les outils, de ce webinaire, excusez-moi, défaut professionnel. Tout simplement parce que dans ces cas-là, ça serait un webinaire, voire même plusieurs, qui devraient être dédiés aux outils. Je pense que Clément, là-dessus, tu seras d'accord avec moi. Ouais. Cette question-là, c'était comment dire? C'était sûr qu'on allait la voir. Parce que notre société fait un focus sur les outils. Des outils, il y en a plein. Et parfois, dans le milieu de la com, on va dire « Oh, mais non, Canva, c'est pas bien, il faut utiliser Photoshop. » L'important, c'est ce qu'on va dire. L'important, c'est le message qu'on fait passer. Et peu importe l'outil qu'on va utiliser pour mettre en forme ce visuel, l'important c'est le résultat. Voilà. Moi j'ai eu une fois en formation sur InDesign, quelqu'un qui est venu avec un fichier Word, dire regardez la plaquette que j'ai fait sur Word. J'ai halluciné du résultat, qui était un résultat tout à fait professionnel. Ils ont dû bien s'embêter. Ça a dû être bien compliqué à faire ça dans Word, mais ils sont arrivés. Et ils avaient un truc visuellement qui était correct. Alors, comment je vois la question qui est passée. C'était plus en tant que PME, comment être professionnel, mais j'ai bien compris que l'outil n'était pas la base. Oui. Okay. Le côté professionnel, c'est vraiment le message et l'intention qui va passer. Et après, des outils, il y en a plein. Il y a Canva, il y a la suite Adobe, il y a GIMP, il y a des outils gratuits. Donc, encore une fois, c'est comment je réfléchis à mon message et comment je mets ces quelques concepts de base pour faire un message clair. Et c'est ça qui va vous permettre de gagner en qualité. C'est parfait. Excusez-moi, j'ai essayé d'être vigilant. Je ne crois pas avoir loupé de questions. En fait, l'avantage, c'est que du coup, les questions, elles sont venues au fur et à mesure de la présentation et on les a abordées. Donc, du coup, c'est parfait. Merci Clément, parce que je ne sais pas si Lorraine, finalement, au début, elle disait « Ah, je pense que je vais apprendre des choses, etc. » Je ne sais pas si, en tout cas, elle en a appris. J'espère qu'en tout cas, pour vous, les messages étaient là. Vous avez compris qu'effectivement, booster sa com avec des visuels impactants, avant de décider de son visuel impactant, il faut qu'on définisse des stratégies. Si j'ai bien compris. Le storytelling fait aussi partie de cette stratégie. On a bien vu qu'il n'y avait pas que ça. Connaître sa cible, c'est effectivement aussi une stratégie et elle est
très importante. Et donc, on a bien vu que le visuel impactant, il doit découler bien évidemment de tout ça. Et je termine, oui, on me demande si l'enregistrement sera disponible. L'enregistrement sera disponible. Dès qu'il sera prêt, je communiquerai sur nos réseaux sociaux pour vous indiquer que le replay est disponible. Il le sera sur notre site internet, sur le site internet d'ATP Formation. Vous avez une petite partie tout en haut, un petit encart qui s'appelle webinaire et vous pouvez accéder à tous les replays de tous nos webinaires. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Clément, c'est tout bon pour toi? Ouais, super. Eh ben, merci à tous pour votre attention. Merci Romain pour ton aide. Voilà. Avec grand plaisir. Merci à toutes, à tous. Et puis bon, je donne rendez-vous, j'espère, à très vite pour un nouveau webinaire. À bientôt. Bonne journée Bonne journée tout le à monde, tous. merci. Merci Clément. Au revoir.